Bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne d'auteur d'Alex Bowden dans la zone de disparition. Et voici un nouveau récit d'une histoire réelle. C'est difficile à croire, mais un garçon a disparu, à seulement quelques mètres de chez lui, littéralement, sans laisser la moindre trace. On l'a cherché pendant 3 semaines. Les forêts ont été fouillées, les toits, les caves. Les recherches ont couvert des centaines de kilomètres. Et on l'a retrouvé, dans l'endroit le plus inattendu, dans une maison qui se trouvait juste en face. Il a été découvert à l'intérieur d'un conduit de cheminée, dans des circonstances pour le moins étranges, une lampe torche à la main. Aucune trace de lutte, aucune cause évidente. Comment est-il arrivé là? Pourquoi personne n'a rien entendu? Et surtout, aurait-il pu faire ça tout seul? Ce que vous allez entendre maintenant va vous bouleverser. C'est l'une des histoires les plus troublantes et les plus mystérieuses de l'Amérique contemporaine. Et elle est vraie. Restez avec nous jusqu'à la fin. Cela fait déjà 3 semaines qu'un adolescent s'est volatilisé dans une petite ville américaine ordinaire. Il s'est littéralement évaporé. Pas de traces. Pas le moindre indice. Puis on l'a retrouvé, là où personne n'avait pensé à regarder. Pas par manque d'effort. Simplement parce que personne n'aurait imaginé chercher à cet endroit-là. Tout commence le 20 décembre de l'an 2019. Ce matin-là, Harley Dilly, un collégien tout ce qu'il y a de plus normal, se prépare pour aller en cours. Il sort de chez lui, ferme la porte derrière lui et disparaît. Il n'arrivera jamais à l'école, ni à la maison. Au début, ses parents ont pensé qu'il traînait avec des copains. Mais quand la nuit est tombée et qu'il n'avait toujours reçu ni appel ni message, l'inquiétude a vite laissé place à la peur. Vers minuit, le père de Harley s'est rendu au commissariat pour signaler sa disparition. C'est là que les recherches ont commencé. Les premiers jours n'ont rien donné. Puis la police a publié une image prise par une caméra de surveillance. On y voit Harley, tôt le matin, vers 6 ou 7 heures, marcher dans la rue. Il porte des lunettes, un pantalon de survêtement gris, une veste bordeaux foncé et des baskets noires. Après ça, plus rien. Personne ne l'a revu. Aucune trace. Comme s'il s'était évanoui dans l'air. Près d'1 mois plus tard, un rebondissement inattendu. Le 13 janvier 2020, en soirée, les gyrophares de la police illuminent à nouveau le quartier. Mais cette fois, ils ne sont pas là pour une simple vérification. Ils ont un mandat. Et leur objectif, une vieille maison à 2 étages, juste en face de celle des Dilly. Personne n'y vivait depuis longtemps. Peut-être une maison de vacances ou un bien en vente. Les propriétaires y passaient parfois, mais la plupart du temps, elle était vide. Ce soir-là, les policiers y entrent avec eux. Dès le seuil, quelque chose cloche. Dans l'une des chambres à l'étage, posées au sol, des lunettes, semblables à celles de Harley. Juste à côté, un t-shirt et cette fameuse veste qu'il portait le jour de sa disparition. Tout est presque bien rangé, comme si quelqu'un avait simplement retiré ses affaires et les avait déposées là. Dans les autres pièces, dans la cave, dans le grenier, rien. Aucune trace de présence. Aucun signe qu'on y ait vécu ou qu'on s'y soit caché. Mais ce qui intrigue le plus, la maison était fermée. Aucune effraction. Tout était verrouillé. Alors comment les affaires de Harley ont-elles pu se retrouver à l'intérieur? Et s'il est bien passé par là? Où est-il maintenant? Les enquêteurs passent la pièce au peigne fin. Sur le t-shirt, une tache qui ressemble à de la rouille. Les lunettes sont couvertes d'une fine couche de poussière, et au sol de petites particules rougeâtres qui font penser à de la brique désagrégée. À quelques mètres des vêtements, ils trouvent un disque métallique, probablement un couvercle de conduit d'aération ou de cheminée. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent vraiment inquiétantes. Juste au-dessus de l'endroit où reposèrent les vêtements, dans le mur, il y a une ouverture circulaire d'environ 15 cm de diamètre, à 1,50 m du sol. On dirait qu'un tuyau de cheminée passait par là, autrefois. Les policiers y insèrent une caméra pour voir ce qu'il y a à l'intérieur.
Mais l'image est floue. Alors il décide d'accéder par l'extérieur, en passant par une remise attenante. La police commence à démonter le mur, avec précaution. Et c'est là, à l'intérieur, qu'ils l'ont vu. Dans une cheminée murée, ils ont découvert Harley. Plus tard, une expertise a confirmé que c'était bien lui. Mais comment est-il arrivé là? Personne ne le sait avec certitude, même aujourd'hui. Il aurait pu grimper sur le toit et tomber accidentellement, ou bien quelqu'un aurait pu l'y mettre. Mais si c'était un simple accident, alors pourquoi ses vêtements étaient-ils soigneusement posés dans la maison? Pourquoi personne n'a entendu de cris, ni le moindre bruit? Pourquoi la maison était-elle verrouillée? Et surtout, comment se fait-il que pendant presque 3 semaines, personne n'ait remarqué qu'il était littéralement juste en face de chez lui? Plus les enquêteurs avançaient, moins tout cela avait de sens. L'histoire de Harley continue de donner des frissons, car le plus troublant, ce n'est pas la cheminée, ce n'est pas la maison vide, c'est le fait que, pendant tout ce temps, il se trouvait juste là, de l'autre côté de la rue, et personne ne l'a trouvé. La maison où Harley Dilly a été retrouvée après de longues semaines de recherche se trouvait tout près, juste en face de chez lui. Une maison ordinaire, sans rien de particulier, abandonnée, oubliée, presque effacée de la carte. Et pourtant, c'est derrière ces murs que se cachait la vérité. C'est là, à l'intérieur d'une étroite cheminée de briques, qu'il était là. Sur le toit, l'ancienne antenne télé en métal était toujours là. Les enquêteurs pensent que c'est en l'utilisant que Harley aurait pu grimper. La cheminée sortait directement du toit et descendait jusqu'au 2e étage. Depuis l'extérieur, le seul accès possible était par le haut. À l'intérieur, pas d'escalier, pas de trappe. Impossible d'y accéder par le bas. Et il n'y avait aucune caméra dans la maison. Personne ne sait donc ce qui s'est passé cette nuit-là sur le toit. Harley a été retrouvé dans la cheminée, coincé dans une position qui ne lui permettait pas de s'en sortir seul. Des traces sur lui laissaient la penser qu'il y était resté longtemps. D'après son état, il avait passé plusieurs jours là-dedans, voire des semaines. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que personne n'a remarqué d'odeur au début. L'air était lourd, certes, mais rien d'anormal. Ce n'est que lorsqu'on a commencé à démonter les briques de la cheminée pour l'inspecter complètement, qu'on a compris que quelqu'un était là depuis un bon moment. Quand on l'a extrait, on a trouvé au fond du conduit quelques-uns de ses effets personnels. Un pantalon de sport sombre, une paire de bottes, des chaussettes dépareillées et une lampe torche. Tout était posé là, dans la poussière de briques, de la même couleur que les parois intérieures. L'inspection de la maison n'a rien révélé. À l'intérieur, tout était vide. Pas de matelas, pas de nourriture, aucun signe de passage récent. La maison était bel et bien abandonnée, les sols recouverts de poussière, la plomberie rouillée, les interrupteurs ne fonctionnaient plus. La cause du décès a été analysée par des experts, mais elle semblait évidente. L'espace était tellement étroit qu'il était impossible de s'en dégager. C'est cela qui a conduit à cette fin tragique. À l'intérieur, la cheminée ne faisait qu'environ 23 cm de large, pour une profondeur de 33. Harley pesait moins de 50 kg, et il n'était pas très grand. Dans un tel conduit, on ne peut ni se retourner ni bouger, et encore moins s'en sortir par soi-même. Mais la question principale reste entière. Comment a-t-il pu se retrouver là? La police a minutieusement analysé toutes les preuves sans trouver aucun indice concret. Pas de lutte, pas de traces de tiers. Selon la version officielle, Harley serait monté sur le toit de lui-même, aurait tenté de descendre par la cheminée, peut-être pour entrer dans la maison. Il savait qu'elle était vide depuis longtemps. Et le fait qu'il avait une lampe torche montre qu'il s'était, au minimum, un peu préparé. Peut-être qu'il pensait pouvoir entrer facilement. Peut-être voulait-il juste se cacher, ou simplement voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Très probablement, Harley Dilly ne se doutait pas que cette cheminée était une impasse, qu'il y avait du béton en bas, et qu'il n'y avait pas de retour possible. Et quand il l'a compris,
Il était déjà trop tard. Il est fort probable que Harley n'imaginait même pas que le conduit ne menait ni à la cave, ni derrière une cheminée, comme il l'espérait peut-être. La réalité était bien plus inquiétante. Ce qui l'attendait en bas, ce n'était pas une cachette, mais un piège. Une gaine étroite, large d'à peine 20 cm et haute d'environ 30. Une fois coincé là-dedans, ressortir devenait presque impossible. Mais une question logique se pose. Est-ce seulement possible d'y entrer? Est-ce qu'il aurait pu, physiquement, se glisser dans un espace aussi étroit? Pour en avoir le cœur net, une femme qui tenait une chaîne YouTube et suivait l'affaire de près a décidé de faire le test. Elle a construit une réplique du conduit, aux mêmes dimensions que dans la vraie maison, et a demandé à son fils de participer à l'expérience. Le garçon faisait la même taille que Harley, mais il était un peu plus léger, environ 40 kilos. Ils ont tout filmé, pendant qu'il tentait de ramper dans la gaine, et il a réussi. Mais même avec moins de poids, et avec des adultes autour pour surveiller, on voyait bien à quel point c'était difficile. Il se faufilait péniblement, chaque mouvement lui demandait un effort énorme. À l'intérieur, c'était trop étroit pour bouger, impossible de se retourner, et presque impensable de sortir en arrière. Faire l'expérience, c'est une chose, mais y être vraiment coincé, c'en est une autre. Et pourtant, les questions restaient nombreuses. L'une d'elles, pourquoi ces vêtements et ces lunettes ont été retrouvés dans la maison, et non pas dans le conduit? Ils étaient posés à côté, pas à l'intérieur. D'après la version officielle, Harley serait déjà entré dans le conduit, et en réalisant qu'il ne pouvait pas en sortir, il aurait commencé à retirer ses vêtements pour réduire son volume. C'est possible. L'ouverture de ventilation par laquelle ses affaires ont ensuite été récupérées se trouvait à environ 40 cm au-dessus de l'endroit où il était coincé. Son diamètre, 15 cm environ. Admettons qu'il ait réussi à retirer ses vêtements, comment aurait-il pu soulever ses affaires, les passer au-dessus de lui et les faire sortir par une si petite ouverture? Et surtout, quand aurait-il eu le temps de faire ça? Un autre point intrigue beaucoup de monde. Pourquoi retirer ses lunettes? Retirer ses vêtements pour gagner de l'espace, on peut encore comprendre. Mais les lunettes, elles ne prennent presque pas de place, à moins qu'il ne les ait fait tomber sans le vouloir. Tout ça, ce sont des éléments issus du vrai rapport de police. Le 21 décembre 2019, tard le soir, presque à minuit, un homme s'est présenté au commissariat. C'était le père de Harley. Il a déclaré que son fils n'avait pas été vu depuis presque 2 jours. Il a expliqué qu'il s'était disputé peu de temps avant. Harley était énervé. Il avait laissé tomber son téléphone et l'avait cassé. Quand il avait demandé un nouveau téléphone, ses parents lui avaient répondu qu'ils n'allaient pas lui en offrir un comme ça, sans raison. Il devait le mériter. Ces mots l'avaient profondément blessé. Le père a ajouté que ce n'était pas la première fois. Le vendredi, Harley ne rentrait parfois pas à la maison et revenait seulement le samedi matin. Quand le policier lui a demandé s'ils avaient déjà contacté les autorités dans ces cas-là, il a avoué « non, jamais ». Alors on lui a posé une question simple. Pourquoi avoir alerté cette fois-ci? Et pourquoi si tard? L'homme a marqué une pause, puis il a répondu « je le sens ». Cette fois, ce n'est pas comme d'habitude. Avant, il revenait toujours le matin, mais là, il n'est pas rentré. Le père a aussi mentionné que son fils avait certaines particularités dans son comportement et sa manière de percevoir le monde. Mais il a tout de suite précisé. Harley était un garçon très intelligent, vif, avec une vraie curiosité pour la vie. Selon la version officielle, Harley aurait perdu la vie suite à un malheureux concours de circonstances. On l'a retrouvé dans la cheminée d'une maison vide, juste en face de chez lui. Cette maison était abandonnée depuis longtemps. Beaucoup ont encore du mal à croire qu'il ait pu y entrer par accident. La cheminée était étroite, pas vraiment faite pour qu'un être humain, même pas très grand, puisse s'y faufiler facilement. Mais au fond, juste à côté de lui, on a retrouvé une lampe torche. Ce détail pourrait indiquer qu'Harley y est entré de son plein gré, peut-être avec une idée en tête. Il savait probablement que la maison était vide,
Il aurait pu grimper sur le toit en utilisant une vieille antenne. Et ensuite, quelque chose aurait mal tourné. L'histoire de Harley Dilly en a immédiatement rappelé une autre, très similaire, celle de Josh Maddox. En 2008, il a dit à sa sœur qu'il sortait se promener. Et il a disparu. 7 années se sont écoulées. Ce n'est qu'en 2015, lorsqu'un homme âgé a commencé à démonter une vieille cabane sur son terrain, que des ouvriers ont retrouvé son corps coincé dans la cheminée. Il était dans une position étrange, les jambes plus haut que la tête. Grâce à l'expertise, on a pu confirmer qu'il s'agissait bien de Josh. La cabane se trouvait à seulement quelques pâtés de maison de chez lui. Et à ce jour, personne ne sait comment il a atterri là. Est-ce qu'il y est entré tout seul, ou bien quelqu'un l'y a-t-il conduit? Du côté de la famille de Harley, les parents ont encore un autre fils. Mais leur vie ne sera plus jamais la même. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous vraiment qu'Harley soit monté dans cette cheminée de lui-même? Ou bien pensez-vous qu'il y ait quelque chose de plus sombre derrière tout ça? Dites-le nous en commentaire. Voilà une telle histoire. Et maintenant, je propose de regarder la prochaine histoire réelle. Vous n'allez pas le croire, mais cette histoire est remplie de mystères que personne n'a jamais réussi à élucider. Imaginez un peu, des alpinistes chevronnés, aguerris par les sommets, partent à l'ascension de l'Elbrus, une simple sortie d'entraînement avant un itinéraire plus technique. Mais en l'espace de quelques jours, leur expédition bascule dans le drame. Une tempête de neige les surprend, la communication avec le camp devient instable. Puis, plus rien. Le silence. Et c'est là que tout devient étrange. Lorsque les secours parviennent enfin sur place, ils découvrent les membres du groupe dans un état critique, totalement apathique. L'environnement autour soulève des questions, comme si leur condition physique pointait vers quelque chose de plus inattendu. Une radio brisée, du matériel disparu, des corps retrouvés dans des positions étranges. Et surtout, un survivant qui finit par changer sa version des faits. Pourquoi? Que cherche-t-il à cacher? Que s'est-il passé cette nuit-là? Une énigme toujours sans réponse à ce jour. Nous sommes en 1990. Un groupe de 6 alpinistes arrive au pied de l'Elbrus. À sa tête, Sergei Levin, un homme qui connaît la montagne comme sa poche. À ses côtés, des sportifs expérimentés, le médecin Sergei Farbstein, Oleg Buldakov, Odintsov, Voronin et Lazarev. Tous avaient déjà atteint de hauts sommets. Levin et Farbstein, eux, portèrent le titre de maître du sport, un rang prestigieux. D'ailleurs, Farbstein venait tout juste de reconfirmer son statut en obtenant les points requis. Mais il n'était pas là par hasard. À ce moment-là, l'Elbrus accueillait la Touriade, un grand rassemblement de randonneurs et d'alpinistes. L'équipe de Levin faisait partie du groupe de Leningrad, avec une mission supplémentaire, servir de soutien en cas d'urgence. Ils avaient une solide expérience des opérations de secours, aussi bien dans le Caucase que dans les montagnes du Tian Shan. Mais ce n'était pas leur seul objectif. Pour la saison suivante, ils avaient prévu un itinéraire difficile dans le Pamir. L'ascension de l'Elbrus devait leur servir de préparation. Et en parallèle, ils avaient une autre mission. Retrouver le groupe Klotchkov, disparu l'année précédente dans une direction inconnue. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. Le 2 mai, alors qu'ils séjournaient depuis 3 jours au refuge 11, les alpinistes décident de faire une sortie d'acclimatation. En montagne, on ne grimpe pas sans préparation. Le corps a besoin de temps pour s'adapter à l'altitude et à l'air raréfié. Sinon, les risques sont importants, œdèmes pulmonaires ou cérébraux. Pour éviter cela, on suit une méthode bien connue. On monte, on redescend un peu, on passe la nuit, puis on monte plus haut le lendemain. Vers 14h30, en suivant leur itinéraire, le groupe de Levin croise d'autres alpinistes, des participants à la Touriade. Ceux-ci redescendirent déjà. Les 2 équipes échangent quelques mots. Levin précise que son groupe va encore grimper 1 ou 2 relais avant de redescendre. À ce moment-là, ils sont à environ 4500 mètres d'altitude. Pour des sportifs aguerris, rien d'extraordinaire. 40 minutes plus tard,
Ils décident de faire une pause. Ils sortent de quoi manger, prennent une collation. Et soudain, tout change. Le vent se lève, violent. Un brouillard épais les enveloppe. La visibilité tombe à presque zéro. Dans de telles conditions, continuer est trop risqué. Levin, en alpiniste expérimenté, le comprend immédiatement. Il ne faut pas prendre de risques inutiles. Mais redescendre est tout aussi dangereux. Sans repère, on peut vite s'égarer. La seule option, attendre que la météo se calme. Ils n'avaient pas pris de tente. Pour une sortie courte, ce n'était pas nécessaire. Mais en montagne, il existe une solution éprouvée. Creuser une grotte dans la neige. Un abri comme celui-là permet de se réchauffer, de se protéger du vent et de patienter jusqu'à une accalmie. C'était aussi une bonne occasion de s'exercer en vue de leur future expédition dans le Pamir. Le contact radio avec le camp était toujours établi. Ils avaient transmis qu'ils restaient sur place. L'abri avait été monté rapidement, et la nuit du 2 au 3 mai, ils l'avaient passé dans une grotte de neige. Inconfortable, certes, mais pas dramatique. Tout le monde était préparé. Tout le monde comprenait que ce n'était qu'un contretemps. Ni dans le groupe, ni au camp de base, personne ne voyait là de quoi s'alarmer. Le lendemain matin, ils espéraient une amélioration, que le temps se calme enfin pour pouvoir amorcer la descente. Mais très vite, l'espoir s'est transformé en déception. Non seulement le temps ne s'était pas arrangé, mais il empirait. Le vent sifflait à près de 30 mètres par seconde. L'humidité était suffocante. Et la température oscillait entre 0 et -5 degrés. Ils ont tenté de descendre, mais en vain. La visibilité était si mauvaise qu'ils devaient avancer presque à tâtons. Levin a vite compris. Dans de telles conditions, continuer, c'était s'exposer au pire. Sergei Farbstein est tombé 2 fois, et ce n'était pas seulement à cause des bourrasques. Son état se dégradait. Le mal des montagnes gagnait du terrain. Son corps n'avait pas eu le temps de s'adapter à l'altitude, et l'épuisement accentuait encore les choses. Il voyait mal, et ses lunettes se couvraient aussitôt de buée à cause de l'humidité, transformant ce paysage déjà flou en une masse grise et informe. L'abri qu'ils avaient creusé dans la neige comprenait à l'origine 2 petites cavités. Tant qu'ils avaient encore un peu d'énergie, ils avaient pu les élargir correctement. Mais après l'échec de la descente, ils étaient à bout de force. Une des cavités s'est effondrée, obligeant tout le groupe à s'entasser dans une seule minuscule grotte de neige. Ce même jour, des silhouettes ont brièvement surgi sur la pente. C'étaient 2 alpinistes japonais, eux aussi piégés dans les mêmes conditions extrêmes. Leur état ne laissait aucun doute. Ils étaient au bord du gouffre. Levin n'a pas hésité une seconde. Il les a fait entrer. Les laisser dehors, c'était les condamner. Sans nourriture, sans oxygène, sans équipement adapté, ils n'auraient pas survécu. Les heures passaient, et la situation empirait, physiquement comme moralement. Pourtant, personne ne sonnait l'alarme. Au camp de base, les messages étaient toujours les mêmes. La situation est sous contrôle. Peut-être est-ce justement ce ton rassurant qui a tout changé. L'équipe de secours n'a pas jugé utile de se précipiter. Après tout, ils étaient des alpinistes aguerris, habitués à compter uniquement sur eux-mêmes. Et Levin, en tant que chef d'unité de secours, avait sans doute du mal à accepter qu'il soit maintenant celui qu'il fallait sauver. Son orgueil devait en prendre un coup. La radio ne fonctionnait qu'avec de nombreuses coupures. Pour établir un contact, il fallait sortir à l'extérieur, en pleine tempête. Tard dans la soirée, Levin a tout de même réussi à transmettre un message, et il a fixé le prochain contact au lendemain matin. Juste avant que la communication ne coupe, il a prononcé une phrase qui laissait planer une réelle inquiétude. On compte sur l'équipe de soutien. Sans doute avait-il déjà compris à ce moment-là la gravité de la situation. Pendant ce temps, Léonid Debril et un petit groupe tentèrent de les rejoindre à travers la tempête de neige. Mais la nature a eu le dernier mot. Ils n'ont pas pu atteindre le groupe et ont dû faire demi-tour. Levin et ses compagnons ont décidé de passer une nuit de plus dans la grotte de neige.
Cette décision allait être la dernière. Ou peut-être n'avait-il tout simplement plus d'autres choix. Peut-être qu'ils n'étaient plus en état d'avancer. Ou peut-être qu'ils ne voulaient pas laisser leurs camarades derrière. La nuit dans cette grotte glacée devenait insupportable. L'air se faisait rare. Lévin, Lazarev et Voronine, conscients qu'ils ne tiendraient plus longtemps, sont sortis pour essayer de dégager l'entrée. À cet instant précis, le vent a brièvement levé le rideau de neige, révélant au loin le refuge 11. Cela redonnait un peu d'espoir, mais rester dans la grotte, malgré tout, devenait de plus en plus dangereux. Sergei Farbstein était dans un état critique. Il ne pouvait plus faire un seul pas. Oleg Buldakov, lui, avait un comportement étrange. On aurait dit qu'il avait perdu tout contact avec la réalité. Peut-être était-ce le mal des montagnes, qui peut parfois brouiller la conscience de façon très particulière. Lévin, en tant que chef de l'expédition, hésitait encore. Fallait-il entamer la descente? Mais sa décision restait la même, attendre le lever du jour. Partir en laissant quelqu'un derrière, c'était impensable pour lui. Et puis, il restait un mince espoir qu'avec les premiers rayons du soleil, le temps s'améliore enfin et qu'il puisse redescendre en sécurité. Mais ce matin-là s'est avéré fatal. Tout le monde ne l'a pas vu se lever. Odintsov, en reprenant conscience, s'est rendu compte qu'il était enseveli sous la neige. Il a commencé à dégager les amas, et après environ 1 heure d'effort, il a réussi à sortir. Ce qu'il a vu l'a profondément bouleversé. 3 de ses compagnons gisaient à proximité, sans aucun signe de vie. Dans la grotte, 2 autres étaient toujours là, inconscients. L'un des Japonais avait disparu, l'autre était encore vivant, mais dans un état très grave. Odintsov a compris une chose. S'il ne descendait pas immédiatement, il n'aurait plus aucune chance. Il a rassemblé le peu de force qu'il lui restait et a entamé la descente. Et, incroyable coup de chance, il est tombé sur un groupe de secouristes en train de monter. Ils étaient justement à la recherche des alpinistes japonais. Odintsov leur a indiqué l'emplacement de la grotte et l'opération de sauvetage a commencé. Les secours ont tenté d'évacuer Oleg Buldakov, mais c'était trop tard. Il était inconscient et il n'a pas pu être sauvé. Sergei Farbstein, lui, a été transporté jusqu'à un refuge, mais son état était critique et malgré tous les efforts, il n'a pas survécu. Seul Odintsov et le Japonais encore conscient ont survécu. Mais ce dernier n'a pas tenu le coup face aux conditions extrêmes. À première vue, cela pourrait ressembler à un tragique accident. Dans les montagnes, ce genre de drame n'est pas rare. Ceux qui s'y aventurent savent que les risques sont immenses. Mais dans cette affaire, il y avait bien trop d'éléments étranges. Le premier détail troublant, c'était la radio brisée, et pas simplement tombée ou endommagée par hasard. Non, elle avait clairement été détruite volontairement. Deuxième point, la disparition de certains équipements, du matériel coûteux. Farbstein n'avait plus son bloqueur ni ses bâtons de ski réglables. Lévin, lui non plus, n'avait plus ses bâtons. Bien sûr, on pourrait imaginer que les secouristes ont récupéré certaines choses, mais même avec cette hypothèse, c'est étrange. Et puis, il y a cet élément le plus mystérieux de tous, les pitons à glace. Le groupe en transportait plus de 50. C'est énorme. Et surtout, il n'en avait dit même pas besoin pour l'itinéraire prévu. Alors pourquoi emporter un tel stock? C'est là que sont apparues plusieurs théories. La première. Peut-être que le groupe envisageait un itinéraire bien plus difficile que prévu, sans en informer personne. La deuxième. Il participait peut-être à une mission de secours secrète, tenue confidentielle pour une raison quelconque. Mais il existe aussi une troisième version, qui semble la plus plausible. Ces pitons servaient peut-être de monnaie d'échange. À l'époque, le bon matériel d'alpinisme était une rareté, et à l'étranger, l'équipement en titane était extrêmement recherché. Les alpinistes occidentaux étaient prêts à l'échanger contre des articles de qualité, des bottes solides, des vestes en duvet bien chaudes, du matériel d'assurage fiable.
Il est donc possible que le groupe de Lévin ait emporté tous ces pitons précisément pour cela, les troquer contre quelque chose de plus précieux. Mais si ce n'était qu'un simple troc, alors une question demeure. Pourquoi en emporter autant? Cette histoire reste pleine de zones d'ombre. Et parmi les détails les plus troublants, il y a cette grande tache sombre à l'intérieur de la grotte. De quoi s'agissait-il? Une trace liée à la blessure de Bouldakov? Une réaction physique inattendue? Ou bien tout autre chose? À ce jour, personne n'a su répondre à cette question. Mais un détail en particulier attirait l'attention et provoquait un étrange malaise. À un endroit, on a retrouvé un objet étrange. À un autre, une flaque. Mais le plus incompréhensible, c'est ce que les experts ont découvert à l'intérieur de l'un des membres du groupe décédé. Des traces inexpliquées. Comment étaient-elles arrivées là? Et pourquoi? Personne n'a pu apporter de réponse claire. À l'extérieur aussi, l'ambiance était pour le moins troublante. Les corps gisaient dans la neige, figés dans des postures qu'on ne pouvait qualifier de naturelles. Certains étaient pieds nus, d'autres manquaient de vêtements chauds, et plusieurs avaient des éléments d'équipement absents. Tout portait à croire qu'ils étaient restés ainsi un long moment, tout en restant conscients. Et pourtant, à seulement quelques centaines de mètres de là, se trouvait un autre groupe de randonneurs. Des débutants, sans grande expérience ni matériel adapté. Eux aussi ont souffert du froid, mais ils ont survécu. Malgré toutes ces étrangetés, la conclusion officielle des médecins a été simple. Une hypothermie. Difficile à contester. Mais qu'est-ce qui a pu mener à une telle issue? Comment des randonneurs expérimentés, parfaitement préparés, n'ont-ils pas pu faire face? Ce n'était même pas un parcours difficile, juste une sortie d'acclimatation. Les hypothèses ont afflué. Certains parlaient d'expériences secrètes, d'autres évoquaient une intervention extérieure. Une théorie populaire accusait le médecin du groupe, Farbstein, d'avoir administré des médicaments censés aider l'organisme, mais qui au final auraient eu l'effet inverse. Aucune preuve de cela n'a jamais été trouvée. En revanche, une chose semblait évidente. Levin n'avait clairement pas tout raconté une fois revenu au refuge. Mais pourquoi spéculer alors qu'Odintsov faisait partie des survivants? Il aurait pu tout expliquer. Et pourtant, après la descente, Odinov a eu une longue conversation avec Léonid Debrel, et c'est là que tout a changé. Ses déclarations ont soudain pris un tout autre ton. Que s'est-il passé pendant cet échange? L'une des hypothèses les plus cohérentes est la suivante. À un moment donné, dans la grotte, le manque d'oxygène et l'humidité ont rendu la situation insupportable. Certains ont voulu sortir, mais dehors, ils se sont heurtés à un vent glacial. La température a chuté brutalement. L'air humide s'est transformé en froid sec. Le corps, affaibli par le manque d'air, a commencé à lâcher, et le cerveau a déraillé. Dans cet état, les comportements deviennent étranges, parfois incohérents. Il existe un phénomène bien connu. Lorsqu'une personne est en train de geler, elle peut ressentir une chaleur soudaine et commencer à retirer ses vêtements, ce qui, bien sûr, ne fait qu'aggraver la situation. La circulation ralentit, les mouvements deviennent difficiles. Et si l'on ajoute à cela le manque d'oxygène, la fatigue, le froid constant, tout devient plus clair. Leurs vêtements étaient sans doute déjà trempés et n'offraient plus aucune protection contre le froid. Ils ont essayé de s'abriter du vent, mais chaque minute leur faisait perdre un peu plus de chaleur. Leur état inquiétait. Ils se sont simplement endormis et ne se sont jamais réveillés. Le froid a été plus fort. À l'intérieur de la grotte, la chaleur était étouffante. L'air devenait rare. La pression, l'humidité, la faiblesse, tout s'accumulait. L'un des Japonais n'a plus tenu. Il a décidé de sortir. Son objectif était clair, atteindre le refuge, plus bas sur la pente, là où il pourrait se réchauffer et attendre la fin de la tempête. Mais son chemin s'est terminé de manière inexpliquée. Dans la nuit, au milieu de la neige, il s'est sans doute perdu, et on ne l'a jamais revu. Et pourtant, sans même s'en rendre compte,
Il a sauvé ceux qui étaient restés piégés. Une ouverture est apparue dans la paroi de la grotte, laissant passer de l'air frais. C'est ce qui leur a donné une chance de survie. One-Sof, qui avait perdu connaissance, a fini par se réveiller. Sans ce Japonais, les choses auraient pu tourner bien plus mal. Mais alors, que s'est-il réellement passé? Comment un groupe d'alpinistes aussi expérimentés a-t-il pu se retrouver dans une telle situation? Il y a plus de questions que de réponses, et le mystère de cette tragédie reste encore aujourd'hui sans explication.